Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour cette conférence, prélude aux Journées du patrimoine. Chacun des membres de l'équipe que nous formons a contribué à sa réalisation. Nous nous sommes intéressés au docteur Poulalion, personnage illustre mais méconnu. Il nous a paru intéressant d'évoquer Frontignan tel qu'il a connu à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. L'évolution de la ville et bien sûr la biographie du bon docteur et la fameuse maison Poulalion qui aurait dû être un lieu de soins, voire de guérison, que je vais évoquer avec le support de nombreux documents iconographiques. Autre sujet incontournable, esquisser les grands traits de l'art et de la culture de cette époque foisonnante. Ce sujet sera traité par Jean-Louis Delorme, artiste plasticien et initiateur du projet, auquel les amis du musée et du Vieux Frontignan se sont joints bien volontiers. À propos des deux premières parties, j'ai eu le privilège de disposer d'un assez grand nombre d'ouvrages sur la ville, tels l'histoire de Frontignan-la-Pérade, livres écrits par des professeurs de l'université de Perpignan, et aussi ceux écrits par des historiens locaux passionnés, le regretté Jean Valette et notre ami Maurice Nougaret, qui, pour ainsi dire, a suivi le docteur Poulalion à la trace. La petite encyclopédie de Frontignan de ces deux auteurs a été également une mine de renseignements. Elle est consultable sur Internet. Vous pourrez connaître les détails en regardant les panneaux au fond de la salle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous a semblé indispensable de présenter Frontignan tel qu'il était entre 1861 et 1912, époque à laquelle a vécu le docteur Poulalion ou Poulalion. Quels éléments essentiels retenir de cette période? En 16 ans, de 1856 à 1872, Frontignan passa de 2077 habitants à 3225, soit un gain extraordinaire de 1148 personnes, 55% d'augmentation. Ce fut l'époque de la plus grande poussée viticole que le Languedoc ait connue, grâce aux possibilités offertes par le chemin de fer, dont on ressentait pleinement alors les effets économiques bénéfiques. Cette augmentation de la population frontignanaise tout au long du XIXe siècle est à la fois le résultat de la croissance naturelle et d'un solde migratoire positif. Les étrangers à la commune qui venaient travailler et résider à Frontignan étaient plus nombreux que les Frontignanais de souche quittant leur commune natale. En 1872, soit 11 ans après la naissance du docteur Poulalion, 17% des Frontignanais étaient nés hors de la commune. Des Français, des Languedociens venant de l'Hérault, des montagnes de Lozère, du Gard, de l'Ariège et du couloir rhodanien. Les étrangers étaient peu nombreux, seulement 44 Italiens et 12 Espagnols. Le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, représentait 64% de la population. Le secteur secondaire, l'artisanat, avait progressé avec 23,7%, notamment les corps de métier touchant au bâtiment. L'augmentation continue de la population nécessitait toujours plus de logements. De plus, le développement du commerce des vins et apéritifs entraîna la création de fabriques de tonneaux. La ville
connu plus de 40 ateliers de tonnellerie en même temps. On fabriquait des tonneaux de toute contenance. Par exemple, des demi-nuits qui avaient une contenance de 670 litres et qui étaient utilisés pour le transport du vin. Les grands commerces de vin avaient leurs propres ateliers de tonnellerie. En 1905, les tonneliers gagnaient 4 francs à la journée pour 9 heures de travail. Ils obtinrent, grâce à leur grève, 5 francs, soit une augmentation de 20%. Au XXe siècle, M. Albert Bouloir fut le dernier tonnelier de Frontignan. Il avait fait évoluer la fabrication de la futaille en mécanisant la fabrication des tonneaux, mais en 1991, il prit sa retraite et ferma définitivement son atelier. Le secteur tertiaire, commerçants et employés, s'était réduit à 12%, ce qui prouve que Frontignan n'avait pas encore les fonctions d'une ville. N'oublions pas les Salins, qui étaient déjà exploités par les Romains et qui cessèrent leur activité en 1968. À l'époque romaine, une partie de la solde des centurions était attribuée sous forme d'une allocation traditionnelle de sel, nommée salarium. Ce mot a donné le terme salaire que l'on utilise aujourd'hui. En 1856, la Compagnie des Salins du Midi fut créée dans l'intention d'acheter ou louer les marais salants du littoral languedocien. Elle n'était pas propriétaire de tous les salins, mais par fermage, contrôlait l'exportation et la vente du sel dans le but de supprimer la concurrence entre les salins. En 1865, les salins de Frontignan produisaient 200 000 quintaux de sel par an. Et en 1900, la production était de 250 000 quintaux. Maintenant, en ce qui concerne la politique, Frontignan vota oui au plébiscite de Napoléon III du 8 mai 1870. Dans l'Hérault, le oui avait atteint 48,2%. Après la proclamation de la République en septembre 1870, Frontignan ne se signala pas comme particulièrement favorable à tel ou tel parti. Mais il y avait toujours, toutefois, une minorité républicaine vigoureuse. Suivirent la guerre de 1870, la débâcle et l'effondrement de l'Empire. La Troisième République se bâtit en contre-modèle du Second Empire. De même, commença à se manifester une action ouvrière autonome avec des mouvements de grève comme celui de septembre 1874 chez les ouvriers des Salins. Les royalistes légitimistes étaient quant à eux en nette perte de vitesse. Ce furent les républicains modérés, favorables à une république bourgeoise qui dominait. En 1876, la majorité des électeurs frontignanais, comme la majorité de la circonscription électorale où se trouvait la ville avec 7 et d'autres communes, envoyèrent à la Chambre des députés l'avocat Lisbonne, vétéran des luttes républicaines sous l'Empire, et donc ancien opposant à Napoléon III. Peu après, le corps électoral évolua encore vers la gauche, représenté par le radicalisme. Dès 1881, la majorité des citoyens de Frontignan, de Sète et des communes environnantes choisirent comme député de la troisième circonscription le candidat radical et franc-maçon Jacques Salis. La fin du XIXe siècle et le début du XXe furent pour Frontignan
une période d'importantes mutations économiques. La ville s'industrialisa, le négoce viticole se développa. Frontignan connut une nouvelle et forte augmentation de population, alors que la modification de sa structure sociale contribua à une évolution vers la gauche de son électorat. Un homme domina cette période tant du point de vue économique que politique, Victor Antérieur. Vous pouvez voir la photo tout à l'heure sur un des panneaux. L'industrie. À la veille de la guerre de 14, le paysage économique de la ville avait profondément changé, car celle-ci avait accédé à la grande fonction industrielle. La proximité du port de Sète et des voies de communication diversifiées, chemins de fer, canals, routes, la présence d'une abondante main-d'œuvre au cœur d'une riche région viticole, l'existence sur le territoire communal de vastes terrains peu onéreux qu'il n'était pas besoin d'aplanir et que l'on pouvait facilement agrandir par le comblement des étangs, explique, pour l'essentiel, la création et le développement de diverses industries en Frontignan. Les premières à s'installer sur le territoire de la commune, plus précisément à La Pérade, furent en 1867 la Compagnie du Gaz et en 1892 la Compagnie bordelaise de produits chimiques qui se spécialisa dès sa création dans la production de superphosphates, d'engrais composés et de sulfate de cuivre, dont le vignoble languedocien, le plus important du monde à cette époque, avait besoin. C'est en 1904 que s'installa en bordure de l'étang d'Yvelines la raffinerie de la Compagnie industrielle des pétroles. Le pétrole brut, qui arrivait au port de Sète par Chaland, provenait de Roumanie. La troisième usine importante à s'installer en 1914, soit 2 ans après le décès du docteur Italian, fut la raffinerie de soufre de la Société des raffineries de soufre réunies et la viticulture. Autour de 1900, la viticulture frontignanaise, si florissante depuis l'arrivée du chemin de fer, subit le contre-coup de la désorganisation du marché traditionnel des vins. Cette crise, dont les causes sont multiples, en particulier le phylloxéra, qui détruisit le vignoble français dans les années 1870-1880, le développement du vignoble algérien et étranger, etc., fit que Sète, de port exportateur de vins languedociens, devint port importateur de vins d'Espagne, d'Italie et d'Algérie. Les viticulteurs frontignanais eurent de plus en plus de difficultés à vendre leurs produits et, découragés, relâchèrent leurs efforts pour maintenir sa qualité. En fait, ils étaient à la merci des acheteurs, c'est-à-dire les négociants, qui fixaient les prix selon leur propre intérêt. Prenant conscience de cette situation, un négociant, Victor Antérieur, proposa en 1910 à plusieurs propriétaires viticulteurs de constituer une coopérative de production dont ils s'engageaient à acheter toute la production pendant 20 ans, moyennant la production de vin de qualité. Et parallèlement, créée en 1912, la Société coopérative de vente des muscats naturels de Frontignan, société anonyme qui devait acheter toute la récolte à la coopérative de production. À quoi ressemblait la ville? Depuis le milieu du XIXe siècle,
les boulevards avaient remplacé les remparts et les fossés. C'est en bordure de ces boulevards que s'élevèrent plus tard les maisons de maître de ces négociants, tandis que le centre-ville demeurait le quartier populaire des ouvriers et des artisans. Lors du recensement de 1900, il y avait 3491 habitants, dont 1822 hommes et 1669 femmes. 31 personnes avaient plus de 80 ans, et le plus âgé, il avait 94 ans, c'était un médecin. Cette population comprenait 6 Allemands, 6 Andorrans, 41 Espagnols et 184 Italiens, en majorité jardiniers. La corporation des tonneliers comprenait 92 patrons et ouvriers. 16 religieux s'occupaient de l'enseignement et des malades. Il y avait 4 docteurs en médecine et 4 rentiers dont l'un était âgé de 26 ans. Rentier à 26 ans. La municipalité Simon, face aux besoins locaux, née de l'augmentation de la population, décida la construction d'un nouvel hôtel de ville dont la première pierre fut posée le 21 avril 1895. Il reçut les services municipaux en novembre 1896, mais ne fut vraiment terminé qu'en février 1897, sous la municipalité Gachon. Il est dû à l'architecte Deschanel et se présente comme une maison de maître, caractéristique des années 1900, avec ses toits recouverts d'ardoise. Le maire, Hippolyte Gachon, qui succéda à François Simard, refusa de l'inaugurer, car il avait été toujours contre ce projet. Et donc, l'hôtel de ville n'a jamais été inauguré. Peu de temps après, furent terminées les halles ouvertes et la place publique qui s'étend devant l'entrée principale de celui-ci. La vie municipale présentait des caractères particuliers, notamment autour de 1900, avec l'affrontement entre noirs et sulfatés. Alors les noirs, rien à voir avec la couleur de peau, c'était des anticléricaux purs et durs qui représentaient l'aile gauche des républicains, et les sulfatés se disaient également républicains, mais leur recrutement était nettement plus bourgeois. Les amis d'Hippolyte Gachon, pour des raisons électorales, avaient dû se rapprocher des gens d'église, d'où leur nom de sulfatés. Le sulfate étant bleu, couleur de l'église. Les Noirs dominèrent la municipalité avec le maire François Simard de 1881 à 1896. Ils furent battus et remplacés par Hippolyte Gachon, maire de 1896 à 1904. De 1895 à 1905 environ, Frontignan se divisa entre Noirs et sulfatés. Chaque parti avait son café. Café de France pour les sulfatés, le café du commerce et café Miramont pour les Noirs. Sa société de secours mutuel, sa musique, la lyre républicaine pour les sulfatés, l'harmonie républicaine pour les Noirs. Sa salle de bal, et chaque parti organisait son défilé le 14 juillet. En fait, les dirigeants des sulfatés se proclamaient radicaux socialistes comme les Noirs. Cette rivalité prit fin peu avant les élections municipales du 1er mai 1904, où les deux factions, ayant enfin réussi à se mettre d'accord,
présentèrent une liste commune sous le vocable de républicain, radical socialiste et socialiste. En lisant le texte de l'une des cartes postales traitées par M. Bell, on peut affirmer que le docteur Poulalion était républicain, car il utilise le salut des conventionnels. Dans la Révolution, la convention, hein, salut et fraternité. Il est à noter l'usage de la langue occitane, du moins dans les milieux populaires. C'était la langue du travail de la vigne et de l'artisanat, ainsi que de l'intimité familiale. Dans la bourgeoisie, l'usage de l'occitan était très minoritaire dès avant la fin du XIXe siècle. Autre élément important, la large domination d'un esprit laïque, républicain, volontiers anticlérical. Signe des temps, la confrérie des pénitents, qui avait compté jusqu'à une centaine de membres dans la première moitié du XIXe siècle, déclina et disparut en 1899. Voilà donc une ébauche, ce n'est qu'une ébauche, bien sûr, du Frontignan qu'a connu le docteur Poulalion et qui ambitionna de construire dans sa ville natale un sanatorium de mer et de montagne. Alors maintenant, nous allons arriver au cœur du sujet. Quel passant, autochtone ou touriste, déambulant le long du boulevard Gambetta, l'une des artères principales de Frontignan, n'a pas été intrigué par un bâtiment aux dimensions imposantes, au numéro 26, 28, 30, connu sous le nom de Maison Poulalion. Laissons notre imagination vagabonder dans cet endroit, appelé à l'époque boulevard du jeu de ballon. Alors aussi, j'ai trouvé dans la petite encyclopédie de Frontignan consultable sur Internet, parce que le livre est épuisé, donc les règles du jeu de ballon. Hein, si ça vous intéresse, vous verrez que c'était... Après, ça a été remplacé par le tambouret. Donc, l'environnement bucolique, jadis à 2 pas de l'Écusson, autrefois entouré de remparts, détruits en 1837, pour des raisons de salubrité publique. Rappelez-vous, une des origines supposées du terme ventre bleu. Et, bien sûr, petit à petit, tout ceci va être remplacé par les belles maisons de maîtres des riches négociants. Mais qui était donc Séverin Marius Auguste Poulalion ou Poulalion, né à Frontignan le 27 juin 1861, c'est-à-dire en plein Second Empire, sous le règne de l'empereur Napoléon III. L'adage populaire dit que derrière tout grand homme, il y a une femme. Or, quelques éléments biographiques assez troublants entourent sa naissance, étant donné l'époque où elle survient. Bon, il faut toujours replacer dans le contexte historique. Premier mystère, sa mère, Claire Catherine Calas Belay, née à Frontignan le 25 novembre 1833. Elle conserva toute sa vie le nom de Belay, nom de jeune fille de sa grand-mère maternelle. Alors, on peut toujours imaginer que peut-être que celle-ci l'avait élevée. Comme il était souvent de coutume dans les familles bourgeoises, on la fiança en 1860 à Pierre-Louis Auguste Poulalion de Montbazin. Fiançailles probablement arrangées par les deux familles. Un contrat fut passé devant Maître Thomas, notaire, le 15 juillet 1860. Deuxième mystère, la date du mariage.
17 juillet 1861. Or, selon l'état civil, le docteur Poulalion est né le 27 juin 1861, ce qui signifie qu'il avait presque un mois lors du mariage de ses parents. Il est donc surprenant et intriguant que le mariage ait été retardé, ignorant ainsi toutes les convenances sociales d'alors. Il n'y a rien de malsain dans le fait de mentionner cet événement. Bon, actuellement, ce détail ne serait pas dit, car personne ne serait choqué, contrairement aux époques antérieures. Et le fait que son père soit décédé lorsqu'il était très jeune explique la place prépondérante de la mère. Le docteur Poulalion apparaît comme un enfant du siècle, témoin de cette nouvelle donne. Universitaire brillant, médaille d'argent de la faculté de médecine de Paris pour sa thèse sur les maladies pulmonaires en 1891, adepte fervent du positivisme d'Auguste Comte, la médecine ne fut pas son unique centre d'intérêt. Passionné d'histoire et d'archéologie locale, dans une lettre au maire de Frontignan, Hippolyte de Gachon, datée du 7 octobre 1898, il fit la requête suivante. Je demande l'autorisation d'extraire de la partie des remparts appartenant à la ville et située sur le boulevard du Jeu de Ballon, actuellement boulevard Gambetta, au coin de la rue Fise, une pierre Perron de 30 cm sur 40 cm, portant une date pouvant m'intéresser au point de vue archéologique. Je m'engage d'ailleurs à la remplacer par une autre analogue de même dimension et de même nature, ce qui n'entraînera, pour le dire en bas, aucune dépréciation. Précédemment, il avait publié une notice sur les antiquités de la région de Frontignan qu'il intitula Frontignanum Castrum et Castellum. On ne peut s'empêcher d'admirer l'altruisme de ce médecin qui aurait pu continuer à mener une vie très confortable à Paris, dans un milieu privilégié, et qui décida de consacrer le terrain hérité de sa mère à la construction d'un bâtiment à usage médical. Mais pourquoi ne pas laisser la parole au bon docteur? Je n'ai pas le chic de Samantha, la sorcière bien-aimée, pour remuer mon nez. Je peux claquer des doigts, essayer de jouer les magiciennes, les illusions. Bonsoir. Eh oui, c'est moi, le docteur Séverin Marius Auguste Poulalion, ou Poulalion, je ne sais même plus moi-même. J'ai même entendu Poulaillon. Enfin, voyez-vous, après des études de médecine très longues à Paris, après avoir fréquenté de grands pontes de la médecine et avoir travaillé avec eux, eh bien, je me suis intéressé à chacune de leurs spécialités. Et en 1891, je me suis particulièrement intéressé aux maladies pulmonaires. J'ai été médecin d'illustres familles. J'ai parcouru le monde, j'ai parcouru toute l'Europe. J'ai aussi été adepte des théories positivistes d'Auguste Comte, grand philosophe montpelliérain, qui associait le soin et la pédagogie. Mais à la mort de ma mère, que j'adorais comme un fou, en 1894, ma pauvre mère, Claire Calas-Bellet, j'ai décidé de revenir vivre à Frontignan. J'eus alors l'idée de construire une maison pour mes malades. En effet, les plages, la proximité de la mer, la Gardiole tout près, et surtout le soleil, pour moi,
c'était un moyen de leur redonner la santé. Et sur le terrain que j'ai hérité de ma mère, rue Boulevard, même, du jeu de ballon, eh bien, j'ai commencé à élaborer les plans d'un futur sanatorium. Les travaux ont débuté en 1898. Je voulais avoir tout le confort que l'époque du 19e siècle vous avait apporté avec toutes les technologies possibles, c'est-à-dire l'eau courante à tous les étages, avec un système d'éolienne, également le gaz à tous les étages, et surtout de tout à l'égout. Je voulais aussi construire dans ce sanatorium 27 appartements. Et de ces 27 appartements, je voulais également, pour agrémenter l'intérieur, la décoration, apporter toutes sortes d'objets que j'avais rachetés à l'exposition universelle de 1900. Et également, quelque chose que vous pouvez encore voir à l'heure actuelle, c'est-à-dire la porte en chêne du pavillon de Russie que j'ai racheté, que vous pouvez voir à l'heure actuelle encore dans le musée Palladium. La construction démarra en 1898. Mais malheureusement, je n'étais pas assisté par l'architecte. Ayant tout fait moi-même, il s'avère qu'arrivé au 3e étage, l'immeuble risquait de s'effondrer. Il a fallu refaire des fondations dans les caves, mais j'ai laissé toute ma fortune. Les coûts imprévus étaient tels que je n'avais plus les moyens de continuer la construction. Je dus me résoudre, sans avoir ouvert cette maison de santé, en 1911, j'ai dû me résoudre à revendre tout le bâtiment pour rembourser mes emprunts. Je suis alors retourné à Paris pour ouvrir un cabinet généraliste, mais la mort de ma mère, le sanatorium que je n'ai jamais pu ouvrir, et puis la perte de ma fortune, ont fait que ma santé vacilla. Je suis alors rentré dans une maison de repos à Épinay-sur-Seine, et je suis mort le 5 septembre 1911. 212, pardon. Voilà, toute ma vie. J'ai 2 regrets. Ne pas m'être marié et ne pas avoir réussi à monter mon sanatorium sans avoir été aidé par l'architecte. Ce sont les 2 regrets de ma vie. Ah, je crois qu'il est temps de rejoindre mon tombeau, car il est déjà plus tard. Si vous avez l'occasion, le tombeau de ma famille est au cimetière vieux, avenue des Carrières. Vous allez tout au fond, et l'allée la plus à droite. Et là, j'y serai. Je vous souhaite le bonsoir. Merci, docteur, pour votre intervention. Quelle immense désillusion et traumatisme pour un homme aussi généreux que vous, pour qui, comme vous le mentionnez dans une maxime dont vous êtes l'auteur, gravée à l'intérieur du bâtiment, le bonheur de l'homme est dans son propre cœur. Il n'y a rien de réel au monde qu'aimer. Le sanatorium n'accueillit jamais aucun malade. Seul le café et le théâtre, qui auraient dû être mis à la disposition des patients, fonctionnèrent quelque temps après la vente de la maison. Aucune trace de vous à Épinay-sur-Seine, où vous vous retirâtes dans une maison de retraite, la maison Velve. Un documentaliste de cette ville affirma à Maurice Nougaret, qui s'était rendu sur les lieux, qu'il y avait bien eu une maison portant ce nom, mais ne put fournir aucune preuve. Vaine recherche également
concernant un acte de décès ou une inscription sur une liste électorale dans cette municipalité. Pourtant, vous êtes bien mort, âgé de 51 ans, à Épinay-sur-Seine, le 4 septembre 1912. La date et le lieu sont gravés sur votre tombe à Frontignan. Vous reposez au cimetière vieux, dans le cadre familial avec vos parents et d'autres membres de la famille, de la famille de votre mère, les Calas. Vous fîtes graver 2 plaques, l'une en hommage à votre mère, Dame veuve Paula Lyon, Claire Calas-Pelé. À la sainte mémoire de ma douce et pieuse mère, tendre et dévouée, tous mes irrémissibles regrets, mon amour filial et ma reconnaissance au culte sacré de son souvenir, la résignation à la vie et le courage. L'autre plaque indique famille S.N. Marius Paula Lyon de Calas-Belay. Le fameux axiome d'Auguste Comte, gravé sur votre tombeau, les morts gouvernent les vivants, est un vibrant témoignage de votre fidélité et de votre attachement au positivisme d'Auguste Comte, système philosophique ayant pour but ultime l'établissement d'un nouvel ordre social, politique et moral. C'est d'abord une philosophie des sciences, dont a été extraite une méthode pour affronter les problèmes humains, et qui constitue l'objet de la sociologie, nouvelle science créée par Auguste Comte. Il est aussi un système politique élaboré, complexe, qui doit remplacer l'ordre ancien et instaurer une séparation définitive entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Il s'incarne aussi dans sa dimension religieuse, par l'établissement d'un nouvel ordre spirituel, incarné par une nouvelle religion, la religion de l'humanité. Enfin, Auguste Comte s'est attaché à la fin de sa carrière à édifier une morale, entre guillemets, positive, fondée sur l'altruisme. Dans les archives de la maison Auguste Comte se trouve un subside positiviste de 5 francs, c'est-à-dire un reçu de 5 francs, signé de la main du docteur Poulagnon. Il est donc évident que le positivisme a influencé et guidé le docteur Poulagnon, et on comprend mieux la raison pour laquelle il a entrepris cette construction hors norme. Par bien des aspects, la vie du docteur Poulagnon garde une part de mystère. Il ne reste que des thèses et autres documents universitaires à Paris. Quelques cartes postales écrites de sa main. Ce qui aurait dû être un sanatorium au 26, 28, 30 boulevard Gambetta. Pardon. Et bien sûr, sa tombe au cimetière vieux. Existe-t-il encore des membres de la famille Poulagnon, ou Calas, ou Belay, à Frontignan, à Loupian et à Montpasset? Jusqu'à maintenant, personne n'a revendiqué une quelconque parenté avec le bon docteur, comme certains le surnommaient. C'est bien dommage, car on aimerait mieux connaître ses coulisses. Le temps passe, les souvenirs restent. Nous sommes sûrs que lorsque vous passerez désormais devant cette impressionnante bâtisse, dotée à l'époque de tout le confort moderne, contrasté avec les conditions dans lesquelles la plupart des Frontignanais vivaient, vous aurez une pensée pour cet homme à la destinée hors du commun, de même que son œuvre. Il faut savoir que le Tout à l'égout n'a été installé à Frontignan qu'en 1932. Avant, il y avait la tinette. Vous avez une photo. La tinette, ou la poutre, ou le torpilleur. Ça, c'était les sobriquets dont on a fublé.
le tombereau hygiénique. Sur l'une des cartes postales, on peut apercevoir l'éolienne, aujourd'hui disparue, qu'il avait fait placer sur la plus haute des 5 tours que compte la maison, ainsi que afin que tous les étages puissent bénéficier de l'eau puisée dans un puits de la cour et bien entendu d'un système libre. Le bonheur de l'homme est dans son propre cœur. Il n'y a rien de réel au monde qu'aimer. Nous nous souviendrons de la maxime du bon docteur. Maintenant, je vais passer la parole à Jean-Louis. Il va vous parler d'art et de culture. Je vais essayer de parler sans micro parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Alors, avant d'aller plus loin, je voudrais expliquer la culture et tout ce qui tourne autour de cette période-là. Et c'est pas facile parce que au niveau culture, c'est pas ça, quoi. On n'a pas retrouvé de nom de peintres, on n'a pas retrouvé de nom de musiciens, d'écrivains. Donc, c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la chance d'exposer les œuvres photographiques de 2 célèbres Frontinanais, Olivier Leleu et Laurent Delemotte, dit alias Mystère Kotz, en espérant que dans un siècle, on puisse mettre à la culture des noms d'artistes. Alors, on peut espérer ça. Il nous faut aussi adresser un grand merci à l'association Le Temps Jadi, enviée par toutes les communes environnantes, des personnes qui parlent de vêtements. On voit quelques vêtements sur ma droite. Vous pourrez tout à l'heure les regarder et poser des questions à des personnes de cette association. Donc, oui, parce que l'habillement fait aussi partie de la culture. Hein. Donc, on a voulu mettre ça aussi en évidence. Et je voudrais aussi adresser un grand bravo à Madame Stéphanie Tadeo et à sa classe de CM2 à Anatole France 2 pour avoir, à la manière du docteur Poulaillon, réfléchi sur des maximes. Parce qu'à la maison Poulaillon, il y a quelques maximes de peintre ou sculptés contre le mur. Donc, voilà. Donc, sa classe a essayé de travailler sur des maximes dans le même esprit. On parle de santé, on parle uniquement de santé, hein, et d'éducation aussi un petit peu. Toujours pareil, l'altruisme voilà. Et les rien. Donc, quand les conférences sont terminées, n'oubliez pas de jeter un œil sur ce qui est tout autour. Mon intervention dans cette conférence devrait se limiter à situer et donner quelques détails culturels qui entourent la vie du docteur Poulaillon. Pour expliquer cette période, j'utiliserai une échelle chronologique qui est très simple. Alors, pendant, on a le modernisme de ce Poulaillon, il a vécu pendant cette période moderniste. Donc, c'était quoi comme époque, période? Déjà, tous les 10 ans, il y avait un nouvel artiste. On est dans tout ce siècle-là, on a eu à foison, on a des artistes, on a des gens, de plus tard bien sûr, mais on a eu des Picasso, des Dali, des Mondrian, des gens qui amenaient l'art à une vitesse grand V, parce que tous ces gens-là ne voulaient pas peindre comme le voisin. Alors ces gens-là se disaient modernes. Moi, je ne peins pas comme celui qui peint là, moi je peins autre chose. Et voilà, donc le modernisme dans l'art, c'était aussi ça. En musique, c'était pareil. On cherchait tout le temps à déchirer ce que les anciens avaient fait. On est parti dans des choses complètement déstructurées. Donc c'est l'époque moderniste. Avant l'époque du modernisme, on a le romantisme, c'est-à-dire 19e siècle. 19e siècle, c'est l'industrialisation. C'est le début de toutes ces usines où les gens ont quitté leur région pour aller ailleurs. Et la culture, ça n'est certainement ressenti. J'y reviendrai plus tard sur cette période-là en citant quelques artistes de l'époque.
Et puis, après, c'est l'époque contemporaine qui a démarré en 1950, et on peut imaginer que ces périodes-là durent un siècle, donc le contemporain ayant démarré en 1950, on peut imaginer qu'en 2050, on change de siècle culturel. Donc, peut-être qu'on n'oubliera pas nos deux artistes, Olivier et Laurent, peut-être que dans un siècle, donc, on parlera d'eux. Moi, ça me ferait plaisir, en tout cas. Donc, à l'époque du romantisme, la révolution industrielle est le processus historique du 19e siècle qui fait basculer une société à dominante agraire et artisanale vers une société commerciale et industrielle. À l'époque du modernisme, c'est encore difficile de parler de Frontignan dans cette période-là. Alors, comme Frontignan, c'est en France, et comme en France, on a Paris, et comme à Paris, le rayonnement culturel était très important, je vais parler de l'exposition universelle de 1900. C'est pas n'importe quelle période, c'est la période où a vécu M. Poulalion. Et tout à l'heure, on l'a bien dit, M. Poulalion a fait des achats lors de cette exposition universelle. C'est-à-dire que M. Poulalion a acheté il a acheté une porte qui faisait partie de l'exposition des Russes. C'est-à-dire qu'une exposition universelle, c'est un endroit où on montre au monde entier tout notre savoir-faire. Donc, il y avait la France, Cocorico, qui, eux, ont fait beaucoup de choses, mais les Russes ont amené aussi leur architecture et d'autres pays. Et donc, M. Poulalion, il a fait ses courses, quoi. Il a dit, quand vous démonterez votre stand, c'était pas des maisons en bois, c'était de super belles maisons. Et il a dit, moi, je vous achèterai la porte. Et quand même, on est dans les journées du patrimoine. On a quand même une porte qui vient de loin et qui a quand même un sens et une importance. Voilà. Donc, à l'époque du modernisme, l'exposition universelle de 1900, organisée sur le thème du bilan d'un siècle. Qu'est-ce qu'on savait faire de mieux à cette époque-là? Et à Paris, on a rayonné dans ce sens. Célèbre le progrès et la perspective de l'avenir. Le monument construit pour cette occasion fut le palais de l'électricité. Alors imaginez un très grand palais, et bien sûr le soir, ils ont mis les lumières pour la première fois. C'était un rayonnement, c'était international, comme est une exposition universelle. Et c'était à Paris. Bon, M. Poulalion, lui, s'est promené dans cette exposition. Ça doit être conçu par Hénard comme un temple de fer et de verre. Cet ensemble architectural fut détruit peu de temps après. Une ancienne exposition universelle, on a quand même gardé la Tour Eiffel. Et là, on n'a pas gardé grand-chose. Peut-être que la porte de M. Poulalion. Et quand il y a des événements comme ça aussi importants, on le voit avec les Jeux Olympiques, on a eu comment s'appelle ce ballon de montgolfière. Vous savez qu'on a eu envie de la garder, on n'a pas gardé, techniquement c'était peut-être pas facile, mais voilà, c'est des choses comme ça qui sont précieuses. Bon, la montgolfière, on la gardera en souvenir, mais nous, on a la porte qui arrive de cette période-là. C'est très bien quand même. Donc, on a le palais des Lumières. Ensuite, d'autres organisations très importantes à cette époque-là. Un trottoir roulant appelé rue de l'Avenir. On va le voir. Vous voyez ça? C'est un trottoir roulant où les gens sont debout et circulent, et ça c'est électrique. Mais à l'époque, c'était l'époque moderne, c'était choquant. Imaginez là, sur le bord du canal, là, on a refait tout le bord du canal. Imaginez qu'on ait là un trottoir, là, les gens ils baladeraient, là, ils étaient chaud au pop. Il faudrait passer peut-être. C'était moderne, mais voilà. Mais bien sûr, ça a été détruit. On a ça, le souvenir. Je suis sûr qu'il y en a qui vont aller voir si vous n'avez pas installé donc, et puis, pour accueillir les millions de visiteurs, des gares sont nouvellement construites. Alors, peut-être pas la gare de Frontignan,
Mais pas loin. Je sais qu'elle a été détruite au bombardement, l'ancienne, mais pas loin, on tourne à peu près par là, quoi. Mais bon, c'était quand même la gare des Invalides, la gare de Lyon et la gare d'Orsay, et c'est Paris. Donc, ouais. Mais voilà. Et Frontignan, c'est en France et Paris aussi. Hein. Donc, on a eu aussi un pont pendant cette période qui a été réalisé pendant cette période 1900 à Paris. C'est quand même le pont Alexandre III. C'est pas notre pont, hein, mais c'est pas mal quand même. Nous, on a fait quelque chose de bien. Donc, ça, c'est la culture. Donc, c'est difficile de trouver à Frontignan des choses très importantes. Donc, alors, pendant cette période d'époque moderne, on va dire, il y a eu les 2 guerres mondiales. Donc, imaginez les avions pendant la Première Guerre mondiale, et quelques années après, les avions de la Deuxième Guerre mondiale. Vous arrivez à imaginer l'évolution technique qu'il y a eu? C'était vraiment le modernisme à fond. L'aérodynamisme a fait que ces avions-là sont devenus plus fuselés, et vraiment, on était vraiment un autre univers. Donc c'est vraiment quelque chose qui a bien tranché. Et M. Toulaillon, lui, c'était son univers. Il vivait dans ce monde, il voulait quelque chose de moderne, même pour notre vie. Il a fait tout ce qu'il a fait. Donc, la période contemporaine, nous y vivons, je ne vais pas trop vous la détailler, hein, ordinateur, téléphone portable, télévision, là on a le prémisse de l'IA, l'intelligence artificielle, mais parce qu'on va bientôt changer de siècle. Je le sais, culturellement, je sens qu'on est à la fin de l'art contemporain, on est à la fin, mais bon, on va bientôt changer avec l'intelligence artificielle, il va se passer beaucoup de choses. Déjà, l'ordinateur, ça a été une grosse révolution. Je vous rappelle que le monde contemporain, en culture, c'est 1950, c'est quand je suis né. Je suis né en 57, pardon. Maintenant, on va parler de peinture. Concernant le secteur de la peinture. Alors, à l'époque du romantisme, le courant pictural qui s'étale de 1770 à 1870, même à Frontignan, hein, on n'avait pas de peine. Ouais. On avait le chef de file du romantisme français, c'était Eugène Delacroix. Et Eugène Delacroix, on lui connaît le grand tableau La liberté guidant le peuple, qui est au Louvre. Je ne sais plus combien de mètres carrés il fait, mais il est impressionnant. Je ne sais pas, je dis une bêtise, mais on est dans les 30 mètres carrés, quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est un grand tableau, c'est pas un petit tableau comme on s'amuse à faire là sur nos petits chevalets. Donc, bien sûr, ça, c'est à part. Il influença Vincent Van Gogh et Claude Monet. Des gens très connus hein, pour la suite. Il faut qu'on oublie non plus Gustave Courbet, on le voit dans un tableau là, le désespéré. Ne pas oublier les impressionnistes pendant cette période. Hein. Manet, Monet, le déjeuner sur l'herbe, les nénuphars, et le tableau de Renoir, j'oublie le nom, mais tout le monde le connaît, ça. Voilà. Quelqu'un a le nom là, peut-être là? Le canotier? Oui, le déjeuner du canotier. Le déjeuner de l'herbe. Donc ça, c'était à cette période-là. À l'époque du modernisme, alors là, je ne vais pas trop parler de peintre, comme dans le fond de la salle, il y a des affiches publicitaires sur le Muscat, et j'allais profiter pour trouver des artistes qui travaillaient la peinture et qui travaillaient aussi la publicité. La publicité, c'était un art rural, on va dire. C'est-à-dire que c'était des tableaux qui étaient dans les rues. Hein. Donc, je voulais citer Alphonse Mucha, Art Nouveau. Je ne sais pas si vous connaissez Alphonse Mucha, mais c'est quand même une technique un peu révolutionnaire quand même. Hein. Et Alphonse Mucha était très célèbre, justement, on parlait de Muscat, et là on parle moins des Chandons, mais c'était Paris. Hein. Nous, on avait le Muscat publicitaire, mais je ne sais pas qui c'est qui a fait ces affiches publicitaires. Donc, le crément, moins des Chandons sur le crément impérial, et nous, on avait notre fameux Muscat à Frontignan. Il a fait aussi des publicités, Mucha, sur la Dame aux Camélias. La Dame aux Camélias, c'est l'affiche qu'il a rendue célèbre
avec Sarah Bernard, qui était une artiste reconnue sur Paris. Même peut-être un artiste afro-américain, peut-être qu'il y aurait eu des affiches sur ça. Donc, pour finir, et en guise de conclusion, il faudrait que je parle aussi de Henri Toulouse-Lautrec. Pas très loin, à Frontignan, il n'est pas très loin. C'est un post-impressionniste, donc 1864-1901. Donc, on est vraiment dans la période de M. Poulaillon. Donc, on est l'affiche Le Moulin Rouge, très connu avec la Goulue. C'était un coquin, c'était qu'à des endroits, il a profité. Mais ouais, il a certainement connu la Goulue, mais il a connu aussi quelqu'un de très brillant, Aristide Bruand. Aristide Bruand, un monsieur magnifique, avec une écharpe rouge. Excusez-moi de vous interrompre, monsieur Delorme. Je voulais vous remercier d'être venu passer, d'avoir pris sur votre temps pour venir écouter un petit peu l'histoire de ma vie. Et je voulais retourner maintenant dans mon tombeau, mais je vous le redis, si vous voulez venir me voir, vous savez où je suis. Bonne soirée. La conférence touche à sa fin. Nous espérons que cette évocation du passé frontignanais vous a plu. Et nous vous remercions de votre présence. Merci également à la municipalité qui nous a prêté la salle de donner des documents iconographiques et nous offre le verre de l'amitié. Merci aussi au personnel municipal venu nous aider. Merci au Carrefour de l'Amitié, en la personne de Daniel Pison et de Marcel Barbier. Daniel a participé très activement à la partie technique sans rester aucune de nos réunions à l'atelier de Jean-Louis. Merci à l'association Le Temps Jadis qui a eu la gentillesse de nous prêter des habits à l'époque que vous pouvez admirer sur les mannequins. Merci Madame Stéphanie Todéo qui a fait travailler ses élèves de CM2 sur les fameuses maximes figurant dans l'immeuble. Ce travail de mémoire est un véritable relais entre les générations. Il suscitera peut-être des vocations d'historiens. Merci aux deux talentueux photographes, Laurent Delemont et Olivier Lepé, qui ont su saisir la beauté et la majesté de l'édifice. Merci à Guyenne Sandras pour son film sourire. Et maintenant, allons trinquer. Je vous invite donc à regarder, outre les photographies, les panneaux, parce que à Frontignan, bien que autant du docteur Poulaillon n'ait pas eu de célébrité, nous avons eu quand même les générations précédentes. Il y a eu quand même le grand Sébastien Bouton, qui est un peintre de l'école montpelliéraine et dont les tableaux sont dans les plus grands musées du monde. À quelle époque? 17e. 17e. Voilà. Et il y a eu aussi Nicolas Fils, il y a la rue Fils à Frontignan, mais Nicolas Fils, ce n'était pas, c'est pas le mépris, ça. Ce n'était pas qu'un mathématicien de génie, ce n'était pas qu'un hydrographe, ça a été aussi la personne qui a créé le premier opéra en occitan. Et en occitan de Frontignan. C'est-à-dire que là, il y a le jury qui a vérifié que il y avait l'occitan de Frontignan, il y avait quelques
quelques différences avec l'Occident de mon pays. Ça veut dire que les citoyens ne comprenaient pas. Donc, il y a eu aussi l'abbé Argeliès. Il y a eu aussi l'abbé Argeliès, qui a quand même été reçu plusieurs fois par le pape, c'était le pape calviniste, et il a fait construire l'église de la Pérade au XIXe siècle. Donc vous en verrez d'autres. Et j'allais oublier, Maurice Clavel. Maurice Clavel, qui a une vie très, très riche, très, très mouvementée. Il est né à côté de la mairie, de l'hôtel de ville, là où il y a maintenant l'office de tourisme. À l'époque, il y avait une pharmacie, tenue par ses parents aussi, au XIXe siècle. Et Maurice Clavel, outre la fameuse phrase « Messieurs les censeurs, bonsoir », qu'on avait vu à Arnaud Dégal dans les années 70, eh bien, il faut comprendre que ça a été un chef de la résistance FFI. Et il a permis, avec sa compagne Sylvia Montfort, la grande Sylvia Montfort, de sauver de nombreux aviateurs alliés. Alors tout ça, c'est écrit, mais jetez un coup d'œil. Ce n'est pas l'époque du docteur Poulalion, mais enfin, j'avais pensé que c'était, intéressant de voir qu'à Frontignan, il y avait eu quand même des sommités. Et donc, à côté, j'ai mis aussi les sources, parce que je vous ai dit mes sources l'autre jour, tout à l'heure, et vous pouvez notamment consulter la petite encyclopédie de Frontignan de Maurice Nougaret, de Vaudrette, Jean Valette, mais sur Internet, parce que c'est épuisé, le livre est épuisé. Mais c'est tout à fait logique, et c'est de là où j'ai trouvé la définition du jeu de ballon, voilà, qui était très codifiée. Donc, n'hésitez pas à rechercher, parce que c'est passionnant. Nous avons découvert beaucoup de choses, et même si tout n'a pas pu être dit, bien sûr, ça a été une recherche passionnante. Et si nous avons parlé sur les traces du docteur Poulalion, nous pensions aussi à Maurice Nougaret, qui lui est allé à Épinay-sur-Seine. Donc il avait vraiment un travail, j'allais dire, à la limite de détective. Voilà. Et aussi, vous avez des livres faits par Jean Valette, qui sont vraiment formidables, qui sont vraiment très, très intéressants. Et je ne pourrais que vous inviter à les consulter. Voilà. Merci de votre